Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Vous êtes sur la deuxième chaîne nationale. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette grande édition du journal. Les terroristes du M23 sont soutenus par les forces de défense du Rwanda qui opèrent désormais à découvert. C'est ce qui ressort de la communication du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu qui confirme l'attaque de la cité frontalière de Bunagana passée sous contrôle des rebelles. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo informe l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demande de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur. Séjournant depuis le 7 juin dernier, le couple royal belge a bouclé hier lundi sa visite officielle en République démocratique du Congo en regagnant la Belgique par l'aéroport international de la Loano à Lubumbashi dans la matinée. Commentaire Renate Mukoko. À l'issue de cette mission officielle du roi de Belge et de la reine, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, représentant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accompagné après l'étape de Kinshasa le couple royal belge à Lubumbashi et à Bukavu. Il a souligné que cette visite du couple royal belge s'est inscrite dans le cadre de la coopération sur la culture, mais aussi des échanges par rapport à la jeunesse et à la femme. Visite qui s'est inscrite dans le cadre de la coopération, de la culture, mais aussi des échanges par rapport à la jeunesse, à la femme. Et c'est aussi arrivé dans un moment sécuritaire particulier, avec toutes ces exactions que nous avons à l'Est sur le M23, soutenu par le Rwanda, que nous avons été à Bukavu hier, de la sécurité, de la femme, surtout qui est la victime, dans ces moments d'exaction, et ce besoin de réaffirmer cette protection de notre intégrité territoriale. Le chef du gouvernement a remercié vivement la population louchoise pour l'accueil réservé au roi et à la reine des Belges. Signalons qu'après le départ du couple royal pour la Belgique, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a regagné aussi Kinshasa dans la matinée de ce lundi 13 juin.
Prenons cette nouvelle du Sénat qui a engagé hier lundi au Palais du Peuple un débat enrichissant sur la réforme électorale en République démocratique du Congo après avoir déclaré recevable le rapport de la commission politique, administrative, juridique et droits humains sur la proposition de loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ce jour. Au cours d'une séance plénière sous la direction du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, les élus des provinces ont passé en revue des amendements des sénateurs avant l'adoption article par article. Notons également que le vice-président, le vice-premier ministre de l'Intérieur sera face aux sénateurs ce mardi à la Chambre haute du Parlement. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima, a échangé premièrement avec le docteur Roselyne Akombe, chef de la mission de formulation du projet d'assistance électorale des Nations Unies en République démocratique du Congo. Ensuite, Denis Kadima s'est entretenu avec le représentant résident de la fondation Hans Seidel Stiftung. Leurs implications dans les préparatifs des élections de 2023 étaient au centre de leurs échanges. C'est dans le cadre d'appui à la démocratie que les Nations Unies sont toujours là pour le soutien des pays et le PNUD en particulier se tient prêt à soutenir les prochaines étapes dans la gestion de ce processus électoral de 2023. Ces discussions ont tourné autour de plusieurs domaines potentiels, a expliqué le docteur Roselyne Akombe. We are here from the United Nations Development Programme. Nous avons eu une excellente discussion avec le président de la commission électorale de la CENI sur l'appui que peut apporter la communauté internationale dans le contexte de la préparation de ces élections pour la tenue d'élections libres et crédibles, surtout pour créer un environnement qui soit favorable à des élections crédibles. De son côté, pour le représentant de la fondation Hans Seidel, il s'est agi d'établir avec l'instance habilitée à organiser les consultations électorales en République démocratique du Congo une passerelle de collaboration. C'était une visite de courtoisie avec le président de la CENI. On a présenté le travail de la fondation au pays et on a discuté des idées pour collaborer potentiellement chez la commission. Pour rappel, la centrale électorale a comme matière essentielle les élections. Le président Denis Kadima a rassuré ces deux institutions de faire partie de la base de données de la CENI des organisations de la société civile, de telle sorte qu'il s'agira de les rencontrer prochainement. Une façon de raffermir les liens avec ses partenaires. À l'échelle mondiale, l'humanité commémore annuellement le 13 juin comme journée internationale consacrée à la sensibilisation à l'albinisme. Pour cette édition 2022, le thème placé sous les projecteurs s'intitule « Unis pour faire entendre nos voix ». Regard sur cette journée dans ce document préparé pour vous par Ruth Kanza avec le timbre vocal de Cleverly Gay. L'albinisme est entendu comme une maladie héréditaire caractérisée par l'absence de la mélanine dans la peau et dans les cheveux qui sont presque blancs et les yeux qui sont grisâtres ou rougeâtres. Et le thème retenu cette année devra favoriser la mise en lumière des réalisations de personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier. Montrer que les personnes atteintes d'albinisme peuvent défier tous les obstacles, à célébrer la façon dont les personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier répondent et dépassent les attentes dans tout le domaine de la vie, encourager tout le monde en cette période de la pandémie mondiale à se joindre à l'effort pour reconstruire en mieux. Dans les années 2013 et 2014, les Conseils des droits de l'homme des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont adopté des résolutions qui réclamaient la prévention des agressions et des discriminations à l'encontre de personnes atteintes d'albinisme. Et le 18 décembre 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 69-170 proclamant à compter de 2015 les 13 juin la journée mondiale des sensibilisations à l'albinisme. Et cela dans les buts précis de sensibiliser les grands publics aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre les rejets qu'ils peuvent parfois subir au sein de la société.
En société, les jeunes de la commune de Bandalungwa, regroupés en association des amis de Patrick Mouyaya, ont effectué des travaux d'assainissement au stade municipal de Bandalungwa. Ils ont interpellé les autorités gouvernementales à s'impliquer davantage pour la reprise des travaux dans cette infrastructure sportive de marque. Fils Kamunga. Laissé dans les oubliettes depuis belle lurette, le stade municipal de Bandalungwa est dans un état de délabrement très avancé. Cette situation a attiré l'attention des habitants de cette municipalité. C'est dans ce cadre que les jeunes, regroupés au sein de plusieurs associations, avec en tête celle des amis de Patrick Mouyaya, se sont réveillés très tôt ce samedi 11 juin 2022 afin d'effectuer des travaux d'assainissement de cette infrastructure sportive. Ici, ils n'ont qu'un seul objectif, celui d'interpeller le ministre Mouyaya, de porter leur voix auprès des décideurs afin que les travaux reprennent jusqu'à la fin. C'est là, au bénéfice de tous les sportifs et amoureux de la culture. Nous remercions sincèrement Excellence Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, pour ce geste d'amour combien louable qu'il a fait à notre endroit. Il nous accompagne en tant que Ndaloa d'abord. Nous sommes en train de booster le gouvernement. Ça fait des années terrain municipal na biso Papa Ngoma et Lalaki. Na likaniso bana Bandalungwa batelemi po neloko na bango. En tout cas merci na Ndaloa nyonso. Merci. Nous retrouvons la gouvernement à travers Excellence Mouyaya, bah aussi ça va travaux, il y a stade. Pour lier l'utile à l'agréable, ces jeunes ont joué au football, question de se rendre compte de l'état de ces gazons qu'ils ont abandonnés depuis près de 10 ans. Bloqué pour d'autres charges de l'État, le warrior Patrick Mouyaya s'est fait représenter par Michel Bayelo, l'un des membres de la coordination de l'association des amis de Patrick Mouyaya, qui s'est exprimé en ces termes. Lorsque l'excellence a yokaki initiative, alors il peut s'inviter. Il est dans son devoir et dans son élément à la journée. Espérons que cette fois-ci, la solution sera trouvée car les jeunes de Bandalungwa sont plus que déterminés à accompagner les actions du ministre Mouyaya pour leur épanouissement. Et en sport, séance de récapitulation par visioconférence des notions d'arbitrage et du nouveau règlement en vigueur du taekwondo par le président de la Fédération belge de taekwondo et expert, M. Michael Dietrich. Ce, après le stage organisé par la Fédération de taekwondo du Congo et supervisé par 4 experts venus du Congo-Brazzaville au bénéfice de 30 juges et arbitres. Suivez. Après le récent stage organisé par la Fédération de taekwondo du Congo, style ITEF, animé par 4 experts venus du Congo-Brazzaville au bénéfice des 30 juges et arbitres, M. Michael Dietrich, président de la Fédération belge de taekwondo ITEF et expert à son tour, vient d'animer ce dimanche 13 juin 2022 par vidéoconférence au Salon Rouge du ministère des Sports un récapitulatif en rappelant les mêmes notions dans l'unique souci de renforcer leurs capacités car ils sont déjà prêts pour officier des compétitions tant sur le plan national qu'international avec leurs qualifications. Ceci en présence du secrétaire général de la Fédération, Maître Dinganga Augustin, ainsi que son adjoint en charge de la presse, Maître Baudouin Mouéou. Faisant d'une pierre deux coups, la Fédération de taekwondo du Congo style ITEF vient de présenter son agrément obtenu ce 6 juin 2022. Ce document officiel remis par le gouvernement à l'entremise du ministère des Sports et Loisirs lui permet ainsi, en toute légalité, la pratique et la vulgarisation de cet art martial. Sinon, de son développement, au finish, le secrétaire général de la Fédération, Maître Dinganga Augustin, revient sur ce double événement. Les arts martiaux en soi, c'est une technique qui n'est pas statique, c'est dynamique. Donc, au fur et à mesure que nous voyons dans cet art-là, il y a une molécule ne manque jamais. Alors, ce travail sur vidéoconférence nous permet de se mettre à jour à ce qui concerne les règlements d'arbitrage. Par exemple, aujourd'hui, nous avons vu qu'à l'époque où quand il y a avertissement, il y avait 5 gestes à appliquer. Mais or, actuellement, sur le plan international, il n'y a que 2 gestes seulement. Donc, ça n'a fait qu'évoluer. Donc, ça nous permet aussi, dans les prochains jours, d'avoir un règlement qui est bien assis. Donc, un genre de stage pareil par vidéoconférence nous permet de se mettre à jour, de se mettre vraiment au diapason en ce qui concerne la réglementation internationale.
Et en dehors de nos frontières, plusieurs migrants de nationalité iranienne, irakienne, syrienne devraient être expulsés ce mardi soir par le Royaume-Uni en direction du Rwanda. Une mesure initiée par le gouvernement de Boris Johnson et contestée par l'Organisation des Nations Unies et les associations de défense des droits de l'homme. L'opposition rwandaise s'indigne également. C'est un reportage de nos confrères de France 24. Oui, l'accord signé en mai dernier entre la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel et le gouvernement rwandais prévoit que des milliers de migrants arrivés illégalement sur le sol britannique soient envoyés à terme au Rwanda. Une trentaine de migrants devaient donc prendre le premier vol aujourd'hui pour Kigali. Une vingtaine d'entre eux ont finalement pu faire annuler leur ticket vers le Rwanda grâce à des recours en justice individuels. Finalement, il n'y a qu'une dizaine de personnes de nationalité iranienne, irakienne, albanaise et syrienne qui devraient donc arriver. L'arrivée des migrants devrait se faire à l'abri des caméras car les journalistes ne sont pas autorisés à être présents officiellement pour protéger leur vie privée. Ils seront ensuite conduits dans un hôtel d'une centaine de places qui a été rénové pour les accueillir. J'ai pu visiter cet hôtel qui accueillait encore il y a peu une vingtaine d'orphelins du génocide des Tutsis de 1994 qui ont dû quitter les lieux pour laisser la place à ces migrants. L'intérêt du Rwanda à mettre en place un tel mécanisme est surtout économique. D'une part, le directeur de l'hôtel va lui facturer 70 € par jour et par migrant aux frais de Londres. D'autre part, le gouvernement rwandais a également obtenu 144 millions d'euros pour la mise en place de cet accord. Le porte-parole adjoint du gouvernement, Alain Mukuralinda, était d'ailleurs très clair sur ce point. C'est Londres qui paiera pour l'entièreté des frais de ce mécanisme. Les migrants devront à terme soit s'intégrer à la société rwandaise ou alors adresser des demandes d'asile ailleurs. Simon, qu'est-ce qu'on pense à Kigali de l'arrivée de cet avion ? Alors, l'opposition rwandaise a vivement réagi à ce projet. Pour Victoire Ingabire, la présidente du parti non reconnu par les autorités d'Alpha Umuronzi, le Rwanda n'a rien à offrir à ces migrants, alors que des milliers de Rwandais sont déjà au chômage. Elle estime que le Royaume-Uni fait porter la responsabilité de ces demandeurs d'asile à un pays pauvre et non démocratique. Simon Wolfart en direct pour France 24 depuis Kigali au Rwanda. Merci beaucoup Simon. On suivra donc. On ne choisit pas ses voisins et finalement Paul Kagame vit en paix avec quel pays de la sous-région des Grands Lacs? Le dernier en date est la marche de protestation organisée à Bujumbura au Burundi. Les manifestants expriment leur désapprobation face aux attitudes belliqueuses du président rwandais. Suivez. Ce samedi, des milliers de manifestants se sont rassemblés à la place de l'Indépendance au centre-ville de Bujumbura. Leur objectif principal était de protester contre le président rwandais Paul Kagame, accusé d'héberger les putschistes et d'entraîner les rebelles burundais, qualifiés de terroristes par le pouvoir de Bujumbura. Les manifestants composés de dignitaires comme les députés élus en mairie de Bujumbura, le maire de la ville, certains habitants de la capitale, les cyclistes appelés taxi-vélos et quelques motards ont circulé le centre-ville en entonnant des chants hostiles au président rwandais Kagame, avec des écrits à la main sur lesquels nous lisions, nous demandant à Kagame de laisser les réfugiés rentrer chez eux au Burundi. Ils se sont arrêtés à l'ambassade du Rwanda au Burundi. Ils ont chanté, dansé et hué le président rwandais. Ils ont continué leur tour en chantant que Kagame est leur ennemi et que ces manifestants savonneront ce numéro 1 rwandais. Leur point de destination a été sur le lac Tanganyika, où ils ont encore dansé et croisé d'autres dignitaires comme Willy Nyamitwe, le conseiller principal en communication à la présidence. Le maire de la ville a délivré un discours pour remercier tout ce monde. Il a prononcé avec insistance que le Burundi proteste contre le Rwanda et son chef d'État. Ces manifestations, organisées par le ministère de l'Intérieur et de l'Éducation citoyenne, se feront désormais tous les samedis avant les travaux communautaires. À présent, lisons les journaux parus cette matinée dans la capitale dans une sélection et commentaires de Crispin Goy. Tout de suite, revue de presse.
Bonjour. Agression de la RDC par le Rwanda à travers les M23. Pékin, Moscou, Londres, Washington et Paris condamnent cette atrocité, constate Forum des As. Selon le journal, l'agression du M23 dans l'est du pays ne s'arrête pas malgré les condamnations de la communauté internationale. Depuis la nuit de ce lundi 13 juin, la cité de Bunagana, dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu, est sous contrôle des éléments du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Et au confrère de signaler que le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, a présenté la situation aux ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité qui ont condamné de façon unanime cette agression. La RDC se réserve le droit d'agir par tous les moyens pour la sécurisation de son territoire, conclut les Canards. L'occupation de Bunagana par l'armée rwandaise, le FARDC défendront la patrie, assure le général Sylvain Ekenge, nous dit le quotidien de la 11e rue Limété. Dans une communication officielle faite hier lundi 13 juin, écrit le confrère, les forces armées de la RDC confirment l'attaque de la cité frontalière de Bunagana, passée désormais sous contrôle des rebelles du M23 après d'intenses combats avec les forces gouvernementales. Et au quotidien d'ajouter que le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu demande à la population de faire confiance à son armée, de ne céder ni à la panique ni à la désolation. Le général Sylvain Ekenge affirme que les terroristes du M23 ont été soutenus par les forces de défense du Rwanda qui ont cette fois attaqué à découvert. Pour sa part, l'agence congolaise de presse rapporte le M23 soutenu par le Rwanda mène depuis plus de 2 jours des attaques stériles contre les positions des FARDC. À en croire l'agence qui cite le général des brigades Sylvain Ekenge, après avoir constaté les revers conséquents sur le terrain par les protégés du M23, les forces de défense du Rwanda ont décidé de violer l'intégrité et l'intangibilité des frontières de la RDC. Ceci constitue une invasion de la RDC avant de promettre que les FARDC tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. La prospérité, quant à elle, écrit dans le ventre du journal, fin du séjour du couple royal belge en RDC. Sama Lukonde livre les acquis de cette visite. Séjournant depuis le 7 juin dernier, le couple royal belge a bouclé hier lundi 13 juin sa visite officielle en RDC en regagnant la Belgique. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Voilà, c'est par cette belle revue de presse que nous mettons fin à ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur la RTNC de développement. Au revoir.